Bienvenue une fois de plus à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je propose qu'on échange sur un phénomène qui est assez perturbant, mais dont la maîtrise peut être bénéfique à la fois pour nous et pour les autres. Il s'agit de l'effet Pygmalion ou encore le phénomène de la prophétie autoréalisatrice. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce canal, c'est l'occasion de le faire. Le faisant, vous ferez grandir la communauté et vous participerez à ancrer dans les esprits l'idée selon laquelle, avant de savoir quelque chose, on ne le sait pas. Pour le savoir, il faut apprendre, car la connaissance est une source potentielle d'épanouissement. À tout de suite. Pygmalion était un très grand sculpteur, un sculpteur grec, vivant à une époque assez lointaine, parce que l'histoire que je m'apprête à vous raconter n'est rien d'autre qu'un mythe issu de la mythologie grecque. Pygmalion était donc un très grand sculpteur qui, de son temps, cherchait la femme idéale. Il l'a cherché, il l'a fouillé, il a regardé partout. Il espérait trouver une femme d'une beauté extraordinaire, une femme qui répondait à ses critères, les critères qui pour lui représentaient la femme idéale et principalement la beauté. Une femme qui serait à l'image de ses sculptures. Pygmalion a donc longtemps cherché cette femme sans la trouver, mais au finish, Pygmalion a décidé de sculpter par lui-même la femme idéale, la femme qui répondait à ses caractéristiques, la femme qui avait les traits qu'il aurait souhaité voir chez la femme qui devait l'accompagner. Pygmalion a donc fait sa sculpture nuit et jour. Il a passé tout son temps à donner à cette sculpture l'image de la femme idéale qu'il recherchait. Au finish, Pygmalion a obtenu une sculpture, l'une des sculptures la plus belle qu'on puisse imaginer. Pygmalion, lui-même, à ce moment, contemplant sa sculpture, en est tombé amoureux. Malheureusement, il ne s'agissait que d'une sculpture. Les dieux, voyant l'amour de Pygmalion pour sa sculpture et donc pour la femme qu'il contemplait, ont décidé de faire un cadeau à Pygmalion. C'est ainsi que Aphrodite, particulièrement, décida de donner vie à la sculpture de Pygmalion. Finalement, Pygmalion épousa sa sculpture parce qu'elle était dorénavant vivante. Voilà donc une très belle histoire qui finit très bien, comme il y en a beaucoup d'autres dans la mythologie grecque. Cette histoire devrait nous interpeller. Elle nous interpelle au moins sur deux points. Le premier point est celui selon lequel on finit toujours par obtenir ce qu'on veut si on y met de la volonté. Si on y met de la volonté et surtout si on y consacre les efforts nécessaires. Dans le cas de Pygmalion, Pygmalion aurait pu se résigner dans la recherche de la femme idéale, ou tout au moins de la femme qui répondait à ses critères, mais s'est dit: si je ne la trouve pas, je la ferai de moi-même. Il a donc sculpté cette femme répondant à ses caractéristiques et il a donc fini par la main de Dieu, il a fini par avoir une femme à l'image de celle qu'il aurait souhaité avoir. Donc, c'est ce premier conseil qu'on peut tirer de l'histoire de Pygmalion, c'est de se dire: tout n'est jamais fini tant que ce n'est pas fini. Et en réalité, on ne saura jamais quand c'est fini. Et donc, il faut toujours faire le maximum d'efforts, il faut toujours croire en ce qu'on souhaite avoir et travailler ardemment pour que cela arrive. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer est surtout lié à une étude applicative de l'effet Pygmalion qu'a réalisé Robert Rosenthal, un psychologue américain. Robert Rosenthal et Jacobson, dans leur étude, ont ciblé des écoles des enfants en bas ou en âge moyen. Et dans ces écoles-là, ils ont constitué deux groupes. Les groupes ont été constitués de manière complètement aléatoire et ils ont soumis des enfants à un test, ont conservé les résultats des tests, mais ont pris la peine d'informer les enseignants qui devaient tenir chacune de ces classes. Pour l'un, que les enfants de la classe qu'ils s'apprêtaient à tenir étaient des enfants assez talentueux. Pour l'autre, que les enfants de la classe qu'ils s'apprêtaient à tenir étaient plutôt des enfants faibles. Ils ont donc laissé que l'année s'écoule et en fin d'année, ils ont resoumis le test, que ce soit le test du QI ou un autre test, aux enfants et se sont rendus compte que les enfants dont le professeur avait été informé qu'ils étaient talentueux performaient nettement mieux au test qui leur était soumis à ce moment-là.
Par contre, les enfants dont les enseignants avaient été informés qu'ils étaient faibles performaient nettement moins qu'avant même le test. Alors, comment cela peut-il être possible? Cela s'explique simplement, et c'est pour ça que l'effet Pygmalion est aussi appelé l'effet de la prophétie autoréalisatrice. Il se passe un phénomène très souvent pour un enseignant. Lorsque un élève brillant lui pose une question, il va tout faire pour lui apporter une solution. Lorsqu'un élève brillant commet une erreur, il va faire l'effort de corriger l'erreur parce qu'il se dit qu'en corrigeant l'erreur, l'élève va rapidement apprendre et se corriger. Par contre, pour l'enseignant informé que les élèves sont faibles, ce qui va se passer, ou ce qui se passe majoritairement dans ce cas-là, c'est que lorsque l'élève fait une erreur, l'enseignant ne mettra pas le même effort à le corriger parce que parfois, de manière insoupçonnée, il se dit, ou de manière implicite, il se dit, de toutes les façons, il n'apprendra pas, il ne pourra pas se corriger. Donc voilà un élément qui peut expliquer ce résultat observé à l'issue de l'expérience de Rosenthal. Un autre élément qui peut accompagner cela n'est rien d'autre que le fait que l'enseignant qui se retrouve devant les élèves avec l'appréhension que ces derniers sont assez brillants va les pousser davantage, va leur donner davantage d'exercices, va leur donner davantage de travaux qui plus ou moins complexes. Et ces élèves faisant ces efforts pour résoudre ces travaux vont forcément développer beaucoup plus d'aptitudes et au finish seront plus performants sur des tâches moins complexes. Par contre, dans le cadre des élèves dont l'enseignant juge qu'ils sont déjà de niveau faible, l'enseignant se limitera essentiellement aux tâches minimes et ne va pas sentir la nécessité de pousser au maximum ces enfants. Voilà donc comment la prophétie autoréalisatrice, quand je parle ici de prophétie autoréalisatrice, c'est que l'enseignant d'entrée de jeu s'est déjà fait une idée préconçue sur la classe et dans un cas ne donnera pas la chance aux élèves et dans d'autres donnera un peu plus de chance. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette expérience et de l'effet Pygmalion? C'est déjà qu'il faut savoir se donner d'abord soi-même la chance de réussir, mais aussi de donner la chance aux autres de prouver ce qu'ils sont et ce qu'ils sont capables de faire. Il ne faut donc pas, d'entrée de jeu, condamner les uns et les autres ou, dans le cadre de l'enseignement particulièrement, l'enseignant ne devrait pas aborder sa classe avec des a priori sur la classe. C'est par exemple ce qui est observé dans le cadre des enseignants qui se rapprochent de leurs collègues pour s'enquérir du niveau des élèves de la classe qu'ils s'apprêtent à tenir. Cela peut produire l'effet contraire à ce qu'on espère d'entrée de jeu. D'ailleurs, je voudrais partager avec vous cette citation de Johann Wolfgang Goethe qui, de son temps, disait « Traitez un homme comme il est, il restera comme il est, mais traitez un homme comme il peut ou doit être, et il deviendra comme il peut ou doit être. » Une troisième leçon qu'on peut tirer de ces deux expériences, c'est qu'il faut éviter, surtout, de résumer quelqu'un à ses fautes. Autrement dit, on ne se résume pas nécessairement à ce qu'on n'est pas capable de faire. Mais le fait de reconnaître ce qu'on n'est pas capable de faire et travailler pour arriver à faire ce qu'on est capable de faire est déjà une victoire. J'espère qu'on a tiré quelque chose de l'échange d'aujourd'hui et surtout qu'on comprend très bien que avant de connaître quelque chose, on ne le connaît pas. Pour le connaître, il faut apprendre, car la connaissance, une fois qu'elle est mise en œuvre, devient une source d'épanouissement.